écoutez RMC. RMC. On a plusieurs flèches à notre arc, comme on dit. C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi. On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir. Jusqu'à minuit. C'est l'after-foot. Nicolas Jamin. Bonsoir à toutes et à tous, et oui, l'after est là comme tous les soirs jusqu'à minuit, l'after à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News, l'after, la seule émission en direct en France, 7 jours sur 7. Casting du soir, bonsoir, membre titulaire de l'after de l'élégance et du raffinement, surtout Ludo et moi. Bonsoir Jonathan Macardy. Bonsoir les gars. L'élégance n'est pas seulement une question de vêtements et de costumes. Parce que parfois tu es un peu vulgaire. Et toi non. Jamais. Et Ludo non plus. Non plus. C'est vous de ma gueule. Salut Ludovico Bragnac. Salut Nico, tu m'as fait une Ronaldinho quand même. C'est-à-dire Tu m'as regardé et puis t'as présenté Jonathan. T'as vu ça? Très bien joué. Passe aveugle. Très belle fin. Bravo. Passe aveugle. On est ensemble jusqu'à minuit évidemment messieurs, le 32-16 est ouvert, le hashtag RMC Live, supporters niçois, bordelais, marseillais, lyonnais, parisiens aussi, pourquoi pas, appelez-nous. Au sommaire ce soir le débrief de Nice-Bordeaux bien sûr, OM Lyon dimanche, deux avis tranchés, celui de Ludo notamment qui concerne Dimitri Payet, roi de la com. Pas forcément roi de la com d'ailleurs. Non bah attends, laisse-moi développer le roi de la com. C'est ironique le roi de la com. Effectivement. Jonathan Macardy, avis tranché sur l'Olympique de Marseille. Il faut sauver l'honneur marseillais sur ce match-là face à l'Olympique Lyonnais. J'en dis pas plus, hein. Vous aurez compris de quoi il veut parler. Et puis également Zidane qui répond à Leonardo sur Mbappé. Et où va le Bayern? Dossier Bayern Munich. Va t'intéresser Ludo Touré, l'ancien joueur de la Bundesliga. T'en as gagné combien des Bundesliga? 3 je crois. 0. Qui pour remplacer Niko Kovac? Polo Breitner sera avec nous bien sûr. Il a des infos Polo. Wenger a parlé il y a quelques minutes, hein. On donnera quelques déclats d'Arsène Wenger bien sûr. Mais l'essentiel, comme quasiment tous les soirs dans l'after, c'est les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Alors en fait Jonathan n'a pas ces 3 points en tête, donc il m'a dit demande d'abord à Ludo. Moi non plus. Mais on va Ludo, tes 3 on va points. improviser. En regardant ce match-là, je me dis que si tu avais fait une fusion entre Bordeaux et Nice, tu aurais eu une super équipe qui aurait fait un super match. Puisque d'un côté, tu avais une équipe qui avait de la maîtrise sans talent et une équipe avec des talents mais pas de force collective. Donc si tu avais eu la maîtrise de Bordeaux avec quelques individualités de Nice, Tu me ferais une équipe tout à l'heure mix Bordeaux-Nice. tu aurais eu une grande équipe ce soir. Mon deuxième point, il concernera Bordeaux quand même, parce que je vois de plus en plus le schéma de Paulo Sousa se mettre en place. Ouais. Il y a eu de la maîtrise, alors ça a manqué un petit peu sur l'ensemble du match dans les 30 derniers mètres, mais en tout cas les choses se mettent en place. Et puis mon troisième point concernera bien sûr Dimitri Payet, mais on va y revenir. Jonathan. Alors le premier point c'est sur l'OGC Nice. L'OGC Nice, je trouve que ça traîne, je trouve que c'est désorganisé, je ne vois pas de ligne directrice dans ce que propose cette équipe-là. Donc j'ai des gros doutes sur le fait que Patrick Vieira arrive vraiment, soit toujours l'homme de la situation à l'OGC Nice. Waouh. Le deuxième point c'est sur Bordeaux. J'espère que Bordeaux on offrira à Paulo Sousa des renforts au mercato, notamment sur les côtés, parce que c'est vrai Ludo, je te rejoins, ça se met en place collectivement, ça devient de plus en plus intéressant à voir, mais ça manque quand même un petit Dans peu les de 30 talent. derniers mètres, il manque cette étincelle, ce talent, cette création. Je t'en prie, c'est les 3 points là. Et le troisième point, bah, c'est dimanche. Dimanche, c'est la super guerre. élégant là, c'est vrai. Hein. Désolé de peut-être un petit peu trop filer la métaphore, mais dimanche, c'est un match qui sent la poudre, c'est un match qui a l'animosité, qui a la rivalité, et c'est un match qu'on attend tous avec une extrême impatience. Et l'Olympique de Marseille, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont beaucoup à gagner s'ils battent l'Olympique Lyonnais de Rudy Garcia. Évidemment, on va passer beaucoup de temps à parler de ce match. Hein. Et les gars, interdiction de dire Olympico, d'accord? Non, c'est naze ça. C'est pas nous ça, d'accord? C'est consacré. C'est pas nous ça. C'est inventé par des médias, voilà. C'est du marketing. C'est pas nous ça. C'est pour vendre des matchs. Nous, on ne vend rien. Tu ressemblais à un acteur français dans ces films Belmondo. français. Non, genre Romain Duris et compagnie là. C'est pas nous ça, ma chérie. J'ai eu peur, vu comment commençait la phrase, j'ai eu peur. T'as raison. Tu ressembles à un acteur. Non mais tu sais les navets, genre les connaissant, j'ai eu peur. Les navets, genre les poupées russes ou les petits mouchoirs ou quoi, ça faisait un peu c'est ça. Des navets, ça. Poupée russe, oui. Poupée russe, non. Petit mouchoir, oui. C'est des navets. T'as dit du mal de Guillaume Canet, tu vas avoir des problèmes. Fais attention. De toute façon, il va au Cap Ferret. Je suis désolé. Guillaume Canet, il va au Cap Ferret. Désolé de dire que ce sont des navets. C'est le cercle d'amis de Oui, Nico. hein, on mange des huîtres. Ça les m'étonne Cap Ferret, pas. attention. Je sais pas pourquoi, mais ça ne m'étonne pas. Guillaume, tu nous écoutes. Jean Aurel, supporter Arrête le bordelais, cinéma. nous a appelé au 32-16. Salut Jean Aurel. Et bonsoir à toute l'équipe. Salut Jean Rel. Ah bah Jean Rel. On va monter un peu le son de Jean Aurel, on a du mal à l'entendre. Jean Aurel. Vous m'entendez mieux. Voilà, c'est mieux. Super. Bordeaux
est 3e de Ligue 1. Mais il reste 9 matchs encore ce week-end. Voilà, bon, t'as fait une très belle introduction. C'est ce que je pense. Moi, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, je voudrais quand même saluer la très très bonne performance de certains Niçois, notamment Ensoki, Attal et Ounas. C'était du très très haut niveau ce soir, donc chapeau à eux, ils nous ont fait très très mal. Après, je vais quand même parler des Bordelais, évidemment. Camano, c'est Mr. Jekyll, le Dr. Hyde. C'est mi-figue mi-raisin, plutôt le mauvais que bon. Heureusement qu'il arrive à avoir ce penalty que Tiné Brillant transforme. Oui. Jean-Aurel, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui est, quand tu dis mi-figue mi-raisin, quelle est la bonne partie? C'est la figue ou le raisin? Je me suis toujours demandé ça, mais désolé de te couper pour ça. Hein, alors, vu que je suis à Bordeaux, j'ai envie de te dire que le raisin est le meilleur, donc on va plutôt dire plus figue pour François. On va travailler sur l'expression, savoir d'où elle vient, quelle est son origine. Il doit y avoir un vieux sens médiéval, tu vois. Vas-y, Jean. Je préfère les figues, mais. C'est exactement ça, ouais, c'est une origine médiévale. Ensuite, alors évidemment, j'ai trouvé que Otayo était très bon, mais voilà, à Bordeaux, on a la hype Wang. Alors, j'ai envie de parler de lui aussi, de saluer notamment son travail harassant sur tout le terrain. Il a été en attaque, en défense, il a essayé de jouer juste en 1-2 touches de balle. C'est ce que je donne un grand coup de chapeau. Il a une grinta qui est très belle. Hein. Oui, Jonathan, pardon. Et je te disais, il a beaucoup de grinta. Oui, il fait un bien fou. Il fait un bien fou, et cette grinta, il arrive à la transposer aussi. Alors évidemment, il doit y avoir Paulo Sousa derrière tout ça, notre sorcier maintenant, à Nicolas Depréville aussi, qui fait une super partie. En fait, on sent des joueurs extrêmement concernés. Et il y a Depréville, je suis pas d'accord avec toi. Il perd beaucoup de ballons, il fait des choix étranges parfois. Il y a de l'activité. Oui, non, mais ça suffit pas. Si tu veux, voilà, c'est bien. Mais Depréville, c'est pas Ronaldinho. Tu vois ce que je veux te dire. C'est bien. Et nous à Bordeaux, on est content de le voir se battre. En plus, il commence à avoir des statistiques qui suivent. Oui, Nicolas. Non, c'est Jonathan. Je voulais juste, parce que t'es passé très rapidement dessus. Alors, je sais que c'est un joueur qui est un petit peu décrié, et je pense qu'on sera pas tous d'accord sur son cas, mais je trouve que Tavio est quand même très précieux dans ce système-là. Oui, ce soir, je trouve que, tu vois, il est pas très beau techniquement, il est pas très beau à avoir joué. C'est vrai qu'on a un peu la mode des numéros, 6 qui savent bien jouer, avoir un bon jeu long. Lui, c'est pas forcément le cas, mais je trouve que dans son placement, il est hyper utile pour l'équipe, et surtout quand tu joues à 5 derrière. Défensivement, c'est très intéressant ce qu'il fait. Il arrive à se procurer quand même 2-3 situations par match où il tente des frappes qui passent souvent très loin. Sa marge de progression, elle est vraiment là. Ouais. C'est à un moment donné de sortir de sa zone de confort pour venir. Il le fait très bien. Après, il faut qu'il s'améliore, il faut qu'il arrive à cadrer ses frappes. Mais en tout cas, on sent une réelle progression, évolution chez lui. Il a stabilisé le milieu de terrain, et moi, je le préfère avec Tchouaméni à côté de lui. Bien Tchouaméni. Je le préfère à côté de lui. Donc voilà, c'est un milieu de terrain qui commence à se trouver. D'ailleurs, l'équipe commence à se trouver. Mais c'est vrai que tu parlais en préambule des individualités niçoises, notamment 2-3 individualités. Si tu as ces joueurs-là dans ton équipe, ça transfigure ton visage sur le plan offensif. Il te manque cette petite part de talent ou de. C'est les latéraux le problème aussi. Messieurs, pause, excusez-moi. Fin du match. Asvel, CSKA Moscou, Euroleague. L'Asvel face au champion d'Europe en titre, c'est chaud. C'est très chaud, Nico, c'est très chaud. Bonsoir, messieurs. Un point d'avance. Ce shoot à 3 points de Jordan Taylor à 13 secondes de la fin de cette rencontre. 67-66. Un point d'avance désormais pour l'Asvel. Dernier temps mort demandé par le coach du CSKA Moscou. Le champion d'Europe en titre qui tremble, qui est en train de tomber ici sur le parquet de l'Astrobal. Il restera 13 secondes à jouer après la remise en jeu. Non, Ludo, c'est énorme ce qui se passe. Hein. Sincèrement, si l'Asvel bat le champion d'Europe en titre, l'Euroleague, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions en football. T'as une équipe en face qui a quasiment plus de 2 fois le budget de l'Asvel. C'est le CSKA Moscou, l'ancienne équipe de De Colo, championne d'Europe en titre. Le temps mort, et on finit sur Bordeaux, bien sûr. On reste avec toi, Jérémy. Il y a 30 secondes encore sur le temps mort. Rappelle-nous ce qu'a fait l'Asvel pour l'instant dans ce début de saison. Le bilan équilibré pour l'instant. L'Asvel, 3 exploits ici à l'Astrobal, 3 victoires face à l'Olympiakos, au Panathinaikos et face à Vitoria, et 3 défaites à l'extérieur sur le parquet du Bayern Munich, de Kaunas et de Valence. Et les hommes de Zvezdan Mitrovic qui sont en passe de réaliser un 4e exploit. Rappelons également qu'ils sont dans une saison marathon. Ils ont 8 matchs, 8 victoires en championnat pour l'instant. Et donc rappelons que l'Asvel également est invité dans cette Euroleague pour 2 saisons. Ça donne du crédit évidemment à l'invitation de l'Euroleague avec ces performances à
répétition. L'Asvel qui est en passe peut-être dans 13 secondes de décrocher sa 17e victoire d'affilée à l'Astrobal, toute compétition confondue, la 4e pour son retour 10 ans après en Euroleague. Il y aura une dernière possession évidemment pour les Moscovites, et toute faute messieurs enverra le joueur touché sur la ligne des lancers francs. 13 secondes à jouer, le numéro 13 justement du CSKA Moscou qui va effectuer cette remise en jeu. Yanis Strilnex et Jordan Taylor qui défend, la défense maintenant de David Leite face à Mike James, le maître à jouer de cette équipe moscovite. On va aller jusqu'au bout de la possession, il y aura un dernier shoot, 4 secondes, 3 secondes, Mike James qui s'élance, ça ne rentre pas, le rebond, la victoire de l'Asvel, la victoire 76-66, nouvel exploit, 4e exploit, et celui-ci il est majuscule, c'est le champion d'Europe en titre qui vient tomber ici à l'Astrobal. 67-66, 4e victoire cette saison pour l'Asvel en Euroleague. Face à qui messieurs? Face au CSKA Moscou qui tombe lui aussi à l'Astrobal. Énorme exploit immense de l'Asvel avec un Jean-Michel Aulas debout dans la salle de l'Astrobal. Ludo, c'est fou. C'est dingue ce que fait. Merci beaucoup Jérémy, hein. Excellente soirée à toi. C'est dingue ce que fait l'Asvel. Non mais ça avance. Ton micro, alors sans micro c'est compliqué, vas-y. Jean-Michel Aulas aura au moins une occasion d'être heureux ce week-end. Oui, si tu veux, parallèle avec le match à venir. Non, mais c'est énorme. Victoire donc d'un point, 67-66 de l'Asvel face au champion d'Europe. En foot, ça vaudrait quoi? Ce serait l'Olympique Lyonnais, par exemple, qui battrait, je sais pas, Liverpool. Voilà, tout simplement. Liverpool en phase de poule de Ligue des Champions. Allez, stop le basket. Voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher si loin. Manchester City. Ou City, ouais. Sauf que Liverpool est champion d'Europe en titre. Tu sais ça ou pas? Ouais, mais bon, allez. Allez, on revient à nos moutons. Bordeaux, Nice-Bordeaux un partout donc. On est avec Jean Aurel, supporter bordelais au 32-16. Jean Aurel, super meilleur rapidement. L'expression méfique mes raisins, Nick Talop sur hashtag RMC Live précise. Expression fin du 15e siècle. Le rapprochement de ces deux fruits n'est pas anodin. La figue a en effet toujours eu une connotation négative. De plus, les figues et les raisins étaient des fruits que l'on mangeait lors du carême. Les raisins ayant toujours été plus appréciés. Donc c'est le raisin qui est positif. D'accord. Voilà. Donc, Camano fixe ce soir, Jean. Camano fixe ce soir. Exactement. Bon, mais vous voyez, j'étais pas très loin de la vérité finalement. Bravo. J'aurais voulu rebondir sur rapidement sur ce qu'a dit Jonathan, et puis aussi mettre en valeur un autre joueur de l'effectif qui passe un petit peu inaperçu et qui a été déterminant ce soir. Pour Otavio, je pense que ce qui lui manque pour être repéré par des très grands clubs, c'est des statistiques de but. On l'a vu ce soir, il a essayé de tirer 2 fois, je crois, au but. Ça a été une catastrophe. Il a dévissé totalement. Je pense que s'il améliorait sa mire, je pense que sa cote grandirait réellement. Et puis Costil, déterminant à la 68e, à la 80e, j'ai noté. Ouais. Sur une frappe du numéro 7, je crois, niçois, je sais plus qui c'est là tout d'un coup, qui a remplacé Laounas. Ça aurait pu faire 2-1 pour Nice à ce moment-là. Et puis il a été extrêmement vigilant. Donc chapeau à lui. Il enchaîne les bonnes performances. Ouais, il est bon cette saison. La semaine dernière. Pas toujours bon la saison dernière. Mais là, c'est vrai qu'il fait un beau début de saison. Ouais, il lui manquait peut-être du lien avec sa défense centrale, ce que fait Koscielny cette année. Donc on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise, il est beaucoup plus en confiance avec ses centraux, le message passe mieux. Et la frappe, c'était Maolida. Ah voilà, merci. Bon, je n'ai pas voulu dire le saucisse. Ludo, vas-y. Non, ce qui saute aux yeux durant ce match, c'est le nombre de ballons touchés par Benito dans le camp adverse en position de. Ça penchait vraiment à gauche, en position de centre. Malheureusement, le danger est quasiment jamais venu de son côté, tu vois. Donc il y a aussi une amélioration technique sur les centres. Après, Camano, je dirais que ce poste-là, ça pourrait. Il débute pas mal. À chaque fois, il fait une bonne heure, et puis ça s'estompe. Il a pas la caisse physiquement pour enchaîner les efforts comme ça. Il faudrait peut-être le garder un peu plus haut. Je trouve qu'au bout d'une heure, il commence à avaler la trompette. Tu vois, il est encore loin du Camano il y a 2 saisons à Bordeaux. C'est sûr, mais il redescendait pas si bas pour défendre. Ouais, il a quasiment, il faut qu'il alimente des fois tout le couloir. Donc non, il y a une belle marge de progression. Je trouve qu'en tout cas, c'est construit, ça amène bien le jeu, ça passe par les milieux de terrain. On essaye de ressortir la balle. Ce match il est logique ou pas, Ludo? Oui, je pense qu'il est logique. C'est logique. Entre la maîtrise bordelaise un peu stérile et les coups d'éclat niçois, tu te les procures principalement par tes vedettes, par le biais de 2-3 joueurs. Ouais, je me dis que le match nul, il est mérité. Ce qui va faire du bien à Bordeaux, c'est le retour de Sabali. Il est en phase de reprise là, c'est ça? Oui, mais c'est surtout moi, je me pose la question de Kouateng.
Ouais. Quateng, c'est un mystère. Il faisait des bonnes performances. Franchement, sincèrement, c'est pas un mystère, Quateng. Nantes n'en voulait plus. Nantes a été même surpris que Bordeaux récupère ce joueur-là. Mais Jean Aurel, j'ai l'impression aussi que Quateng, il est quelque part associé à Kalou. C'est-à-dire que quand il met Kalou à la place de Camalo de l'autre côté dans le couloir, il vient mettre Quateng. C'est-à-dire que j'ai l'impression, bon alors là il a trouvé son 11 type, mais il a cherché pendant un moment le côté faible de l'équipe adverse et en fonction il marchait par doublette. Camano, Benito et Kalou, Quateng. Comme j'ai l'impression que Kalou est pas en odeur de sainteté ces derniers temps, j'ai l'impression que Quateng en paye un peu les frais. Mais de toute manière. En tout cas, il est entré en jeu, Kalou, il était prêt, t'as vu ? Mais de quoi qu'il arrive. Ah oui, là, il était prêt, vu la limonade qui lui a passé. Fantastique. Paulo Sousa. Quoi qu'il arrive, dans le système de jeu, s'il veut continuer le jeu comme ça, à 3 derrière, enfin avec une fausse défense à 5. Je pense que c'est impératif de prendre au moins un latéral qui soit de meilleure qualité. Par exemple, Benito, on peut rien lui reprocher parce qu'il fait son travail, il est plein de bonne volonté. Mais dans le jeu de Paulo Sousa, t'as besoin quand même d'un mec qui sache te mettre des bons ballons dans la surface, qui sache déborder. T'as besoin que tes latéraux soient capables d'être des vrais ailiers. Et à part Sabali, j'en trouve aucun très convaincant dans ce registre-là. On parle pas de Koscielny aussi, mais grande classe ce soir. C'est une des recrues de l'été en France. Pour couper les trajectoires, pour anticiper, franchement. Gros match de. Vas-y, Jean Aurel, pour terminer. Juste une chose pour Benito. Je pense qu'en fait, le joueur, il est crispé. Parce que on le voit, il manque d'inspiration quand il passe à la ligne médiane. Il est complètement perdu. Il engueulait même un peu à un moment donné, je sais pas si vous l'avez vu, Wang. Alors que bon, c'est aussi à lui de faire des décalages. Et pour en revenir à ce que disait Ludo sur son apport offensif, on l'a vu 2 fois où il était relâché, et ça se sentait, où il a fait 2 centres géniaux dans la surface, dans la boîte. Mais alors, quand il commence à trop réfléchir, c'est une catastrophe. Je pense qu'il est tout simplement crispé, ce garçon. Et après, c'est pas non plus son poste de prédilection au départ. On peut le comprendre. Parce que des munitions, il en a eu quand même ce soir. Oh, il a eu que ça. Ouais. C'est hallucinant. Hallucinant le nombre de ballons qu'il a touché. Donc 100% d'accord. Merci Jean Aurel. Excellent soirée. Tu reviens quand tu veux dans l'after avec Ludo Bragnac et Jonathan. N'oubliez pas aussi, c'est le week-end des anciens combattants. Donc pensez. Ah ben là, il a son bleuet, Jonathan. On peut le voir sur RMC Sport News. On l'a fait la semaine dernière. C'est parfait. Et la semaine dernière, on avait. Demain, on en aura tout ça. Salut les gars. Exactement. Ciao Jean Aurel. Bordeaux de Monaco, trempe international, 3 international, 24 novembre, Bordeaux-Monaco. Intéressant ça. Ouais, ça va être mais j'espère que Bordeaux va continuer dans cette dynamique-là. C'est vrai que c'est intéressant. Ça construit tranquillement à Bordeaux, effectivement, avec Paulo Sousa. Nice dans un instant, bien sûr. Supporter niçois, appelez-nous au 32-16. On va parler de l'évolution du jeu. Y en a-t-il une ou pas à l'OGC Nice sous Patrick Vieira? Jonathan dit que non. On va parler d'un homme qui est exceptionnel, je trouve. Je pèse mes mots. Youssef Attal, au-dessus du lot. Très au-dessus du lot de Nice et même de la Ligue 1 peut-être. Est-il le meilleur latéral de France aujourd'hui? Il joue latéral. Il est épais comme une baguette de jazz et il les appuie, la vitesse. Il ne tombe jamais. Et là, techniquement, la qualité de centre, il y a tout. Chez ce mec-là, la répétition des efforts surtout. 93 minutes. Youssef Attal est-il un des meilleurs, si n'est le meilleur latéral de France aujourd'hui? Je pose des questions, c'est un peu provoque, mais je pense pas tant que ça. Non. On en parle dans un instant avec Jonathan Maccardy et également Marseille-Lyon, avis tranché de Jonathan sur l'honneur à laver côté marseillais, avis tranché de Ludo sur la communication de Dimitri Payet. Reste avec nous, c'est l'after. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Écoutez RMC. l'after foot. Nicolas Jamin. Avec Jonathan Maccardy, avec Ludovic Obraniak. On est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr. C'est l'after à la télé sur RMC Sport News, à la radio sur RMC, évidemment. Messieurs, après avoir évoqué les Girondins de Bordeaux, 3e de Ligue 1, très provisoirement, avant la suite de cette 13e journée du championnat de France de Ligue 1, Nice à présent. Qu'est-ce qu'il y a Mais je suis pas supporter, moi, tu sais. Arrête. Je suis journaliste, hein. Mon cœur est froid, j'ai une carte de presse posée sur mon cœur. Cette connerie là, t'es pour Bordeaux, tu peux le dire, c'est pas grave. Et quand je travaille, je suis pas pour Bordeaux. Dans mon salon, je peux exulter sur un but de Wang. Quand je suis à la rédaction ici, je peux pas. C'est normal. Gros baratineur sur. Non, mais c'est vrai en plus. C'est un devoir. Alors, Nice, messieurs, Nice, 10e de Ligue 1, c'est pas beaucoup mieux. Il y avait les retours ce soir d'Ensoki, des recrues de l'été. Très bon match. On va en parler. Ensoki, Dolberg et également Adamounas. J'aimerais qu'on commence par Adamounas, messieurs. Vous l'avez trouvé comment ce soir?
Moyen, mais 5 semaines d'absence. moyen plus. Il a fait. Manque de rythme. Et manque de rythme. Il a quand même fait des. Quand t'arrives à le toucher, ce garçon, il est capable de créer des choses. La passe qu'il fait à Dolberg en première période, là où il rentre intérieur, où tout le monde croit que l'action est finie, il arrive à trouver une passe transverse comme ça où personne ne la voit venir et l'appel de Dolberg est bien aussi. Et Dolberg, il est un peu sous-utilisé avec les rushs constants. C'est-à-dire que cette équipe, elle est souvent coupée en deux. À chaque fois qu'elle attaque, elle est obligée de faire des longues courses, notamment par le biais d'Atal qui arrive à chaque fois à nous faire des chevauchées fantastiques. Mais bon, une fois que le jeu niçois sera installé, je crois que Dolberg c'est un garçon de surface. Tu vois. Oui. C'est un garçon il est pas servi dans de bonnes conditions. Alors, il faudrait peut-être lui associer quelqu'un devant pour lui libérer un peu. Je pense que c'est ça le problème. Peut-être, je sais pas, mais je le sens. Dans cette configuration de jeu-là, je le sens pas utile à l'équipe. Ça en peut tout être cas, pas mal avec Maolida. trop loin du but, tu vois. Avec Maolida, ça peut être complémentaire. Après, le problème que j'ai avec Nice, et c'est le même problème depuis le début de la saison, c'est que j'ai l'impression, le milieu de terrain, je trouve que ça tâtonne et c'est jamais équilibré. Là, ce soir, au milieu, il joue avec qui ? Il joue avec Willian Cyprien, avec Pierre Lesmelou et avec Adam Ounas. C'est très bien sur le papier, mais ça manque d'équilibre. Et je trouve que Nice gagnerait à mettre peut-être un joueur. Danilo, au milieu. Danilo, oui, excuse-moi. Ouais. Pas Cyprien. Cyprien, Danilo et Pierre Lesmelou. Ouais, Ounas Pio. Mais je trouve que ça gagnerait à être un petit peu plus équilibré, de mettre peut-être un joueur qui soit un petit peu plus défensif, un petit peu plus moche, à l'image de ce que fait Paulo Sousa avec Otavio. Mais c'est là où pour moi Nice a clairement des lacunes, c'est dans la maîtrise à la récupération au milieu de terrain. Alors peut-être essayer d'être un petit peu moins sexy et de retirer un joueur à tendance offensive, parce que Cyprien ou Lesmelou, c'est clairement des joueurs à tendance offensive, et mettre un vrai mec devant la défense pour permettre justement au talent que tu as individuellement et peut-être bientôt collectivement de s'exprimer. Il y a un triangle défensif qui pourrait être. Hugo, on nous attend au 32-16. Vas-y, il y a un triangle défensif qui pourrait être intéressant de construire à court ou moyen terme. C'est de peut-être sortir Dante. Qui pour moi en difficulté ce soir, qui pour moi est de plus en plus en difficulté. Peut-être réintégrer Sarr à côté d'Erel. Je pense que ça pourrait peut-être être une belle doublette. Pelmar. Pelmar. Moi, je suis plus avec Sarr. Moi, je trouve que Sarr et Rel, ça pourrait être pas mal dans l'axe. Garder Enzoki qui a fait un chouette match alors qu'il était aussi en reprise. Atal à droite. Et pourquoi pas réintégrer Tamézé. Je sais pas pourquoi il est sorti du triangle du milieu pour avoir un peu plus de sécurité défensive et pouvoir te projeter un peu plus vers l'avant. Cette équipe, je t'ai dit, elle est. Attends, Ludo, ça, il l'a fait. Tamézé au milieu. Mais le problème, c'est qu'il met Cyprien devant la défense. Il le met en 8. Alors que pour moi, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être Tamézé qui devrait peut-être plus bas et Cyprien plus haut pour profiter justement de la vision du jeu et de la qualité de frappe de Willian Cyprien. En tout cas, on peut pas dire qu'il n'essaye pas des choses. C'est-à-dire qu'il a arrêté avec sa défense, à 5, il est passé à 4. Bon voilà, on sent que cette équipe, elle se cherche clairement. On sent qu'elle a certaines individualités fortes. Encore faut-il essayer de trouver le moyen de les faire jouer ensemble. Il faut que Patrick Vieira arrive à trouver les bonnes paires, les bonnes triplettes, les bonnes associations pour faire fonctionner cette équipe. Pour l'instant, il n'arrive pas à trouver. Mais c'est pas impossible. J'ai encore envie de leur laisser un peu de temps parce qu'il y a quand même entre les blessés, ceux qui reviennent, le main, tu vois. Mais alors une considération plus générale et plus sur le moyen long terme, le projet niçois est amené à être un projet d'envergure. Ils ont quand même sorti le porte-monnaie cet été pour prendre des joueurs. Moi, je pense que ça passera quand même par un coach qui soit plus confirmé. Ça n'a rien enlevé à la qualité future de Patrick Vieira, mais je pense que voilà, ça sera obligatoirement prendre un coach qui a déjà une expérience européenne. Hugo, supporter du gym, qui nous appelle au 32-16. Bienvenue dans l'after, Hugo. Ludovico Bragnac, Jonathan Macari t'écoute. Salut les gars. T'étais au stade Ouais, j'étais au stade. Donc là, t'es dans les bouchons maintenant pour sortir, c'est ça? Non, là je suis arrêté. Justement, il n'y a plus de bouchons là, tout le monde est parti. Bon, ça va. Bon, t'as pensé quoi, toi, de la prestation collective de Nice ce soir? Moi, au niveau des trois hommes forts que vous les avez cités, moi, ça c'était Atal et Ounas et Enzoki. Donc Enzoki qui a vraiment, franchement, je m'attendais pas à avoir, hormis le penalty. Ça a été l'homme du match pour moi. Il était très bon. Ça a été, hormis le penalty, il a été vraiment très bon. C'est lui qui a bien contenu en première mi-temps. Les 1 contre 1, il les a vraiment bien gérés. Il s'est pas jeté. C'est pour ça que c'est vraiment dommage ce penalty parce qu'il faisait vraiment une super première mi-temps. Après, il s'est bien rattrapé. Il a étouffé Gargano, le côté droit a bien fait mal aussi au début. Ounas Atal, ça a vraiment bien marché. Le double appel en même temps là sur le de Lesmelou, il est vraiment bon. Ensuite, on va revenir donc au problème, plus général. Le problème, c'est Vieira. Alors Vieira, il y a deux solutions. Ou on attend qu'il
se forme petit à petit. Parce que tactiquement, il n'y a rien. Moi, je m'amuse à prendre des photos un peu sur des phases arrêtées et sur des transitions, l'occupation de l'espace, la vitesse de transition, le placement, les joueurs entre les lignes, les permutations et tout. Il n'y a rien. On a zéro consigne tactique. Je dirais pour l'instant, c'est poser des joueurs sur un papier et dire voilà, celui-là à sa position, celui-là à sa position. Alors oui, aujourd'hui, il y avait plusieurs joueurs à leur position et on a vu que par exemple, voilà, sur Ounas et Attal, ça a vraiment bien marché parce que les deux étaient à l'aise sur ce côté. Parce que les deux sont très bons aussi, individuellement. Les gars, je sais pas, excusez-moi, je vais pas non plus faire l'avocat de Patrick Vieira, mais j'ai l'impression qu'il commence maintenant à travailler vraiment, en fait. Il a enfin son effectif. Non, là, l'équipe qu'on voit là, ça y est. Il y a des équipes qui ont vraiment des effectifs bien moins bons que les nôtres et qui arrivent mieux à travailler. Comme Bordeaux. On voit quelque chose. Bordeaux. Ce soir. Par exemple, Bordeaux. Ouais, comme Bordeaux, exactement. Mais Bordeaux, au niveau des individualités, franchement, ils sont bien en dessous de nous. Et quand je dis bien, c'est vraiment bien en dessous. Deux choses, Hugo, par rapport à ce que tu dis. Déjà, les photos aussi. Envoie-les-nous sur Twitter, ça peut être intéressant si tu as un compte. Les photos que tu as pris. Et l'autre chose, c'est, je veux pas être l'enfoncer, mais j'ai l'impression que Patrick Vieira, c'est un des entraîneurs les plus surcotés du championnat. Oh oui. Il est arrivé avec son aura de champion du monde, avec des discours qui sont cohérents, avec une attitude managériale qui sont corrects, mais surtout par des clubs sympas. Ouais. Je veux dire, pour moi, Arsenal, il a appris en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Il a appris aussi à Manchester City. Je me dis, il a côtoyé quand même des gens fins tactiquement qui a des idées. Puis Patrick Vieira, c'est un homme intelligent. C'était un joueur intelligent. On peut douter que voilà, un mec qui avait du panache et de la vision de jeu et de voilà, c'est un peu comme Xavi. Xavi, on se doute tous que ça sera un très bon coach plus tard. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais pour l'instant, et donc la troisième chose que je voulais dire sur le fait qu'il soit surcoté, je pense que son aura a été, il y a une espèce de magnification de son aura. Vous savez, avec ce documentaire là de Canal+, où il parlait à Balotelli. Mais le problème, c'est que tout ça doit se retranscrire tactiquement sur le terrain. Et je rejoins presque à 100% Hugo quand il dit qu'il n'y a rien tactiquement à Nice. Enfin, rien du tout, mais franchement, le B.A.B.A. quoi. Je veux dire, le B.A.B.A. c'est par exemple dans les transitions. Je veux dire, je sais plus qui c'est qui disait tout à l'heure. Les joueurs doivent faire les joueurs, il faut qu'ils fassent des efforts sur les transitions. Oui. Mais ils les font pas. Ils les font pas les efforts. Ils courent pas. Je veux dire, en plus, désolé, même après moi, il y a souvent un acharnement sur lui. Mais Pierre Lesmelou, il est lent, il décroche souvent sur le côté, mais comme il est très lent et qu'il met 10 ans à se retourner, toute l'équipe a le temps de se replacer, centrer. C'est un joueur qui joue, il peut pas jouer à une touche de balle, il est lent physiquement, il est lent en rythme avec le ballon, il est lent tout le temps, c'est avoir un joueur... T'es dur là. Non, je pense que c'est un problème de poste, c'est un problème d'utilisation. Un problème de poste, mais on l'a fait jouer partout, Lesmelou. On l'a fait jouer au milieu, on l'a fait jouer en 6 des fois, rarement. On l'a fait jouer sur l'aile. Sur l'aile, c'est une catastrophe parce que beaucoup trop lent. Des vitesses, mais Lesmelou, je veux dire, moi c'était Jonathan qui disait tout à l'heure Cyprien, quand il avait des mecs autour du style de Série et Cosiello, des mecs qui savaient à la fois courir, à la fois passer, à la fois récupérer, et qu'après il finissait trois quarts avant-centre à la fin. Et c'était monstrueux. Il le fait jouer trop bas, Vieira, Cyprien. Il se passe d'une grande qualité. Oui, mais il le fait jouer parce qu'en fait, il disait, Cyprien, une fois, on avait discuté avec lui sur Twitter, il disait, mais là, je veux dire, quand t'avais Cosiello et Série qui pouvaient récupérer et combiner avec lui, le faire repartir, il pouvait jouer en box-to-box comme ça. Maintenant, il a peur d'aller devant. Il a vraiment peur parce que... Non, mais les gars, Hugo, aussi, moi, je veux bien. On parle de Bordeaux qui fait une meilleure prestation collective ce soir. Si Bordeaux, tu amputes cette équipe de Koscielny, c'est ça exactement. Otavio, Wang et Depréville. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est pas la même équipe non plus. Mais non, mais c'est ce que dit Ludo, c'est que Vieira a été handicapé par des absences d'Erel, Dante, c'est lui. Moi, j'ai hâte de voir Dolberg, Ounas. L'année dernière, il finit quand même le championnat. Rappelez-vous, une attaque l'année dernière, mais moribonde, avec la seule solution, trouver Saint-Maximin dans la profondeur. Il vous emmène quand même. Bien sûr. Moi, j'attends de voir. Honnêtement, je peux comprendre votre scepticisme, mais quand même, attendez de voir. Cyprien, pourquoi il monte ? Cyprien, pourquoi il joue bas ? Attends, Hugo, vas-y. Cyprien, pourquoi il joue bas, Hugo ? Parce que Dante, il joue dans ses 5,50 m. Donc, il est toujours obligé de rester collé à la défense centrale parce que les mecs ne montent jamais. Ouais. Ils créent jamais un surnombre. Ils poussent jamais les mecs. Il y a aucun souci. Et le problème que tu as sur les... Attends, Hugo. Le problème que
que tu as sur les transitions où tu as l'impression que les mecs sont lents, en fait, il y a tellement d'écart entre Dolberg et Dante et ce milieu de terrain qui essaye d'exister alors que tu as 40 mètres Là, pour je essayer de te rejoins toucher là-dessus sur le milieu tes de attaquants. C'est là aussi, à un moment donné. Le milieu de terrain, c'est lui qui le fait Je comme pense ça, que c'est pour Ludo. ça que Dante t'handicape aussi sur le plan de la hauteur de bloc. Le milieu, c'est lui qui l'aligne. Il y a deux choses pour moi. C'est d'associer peut-être quelqu'un à Dolberg, parce que Dolberg, si c'est pour le faire jouer dans cette configuration-là, loin du but, je trouve qu'il est pas dans ses qualités premières. Donc peut-être essayer de lui. Non, ou Claude Maurice. Par exemple, c'est plus un joueur de côté. Ouais, mais c'est pas grave. C'est un joueur qui peut s'adapter. Maolida, c'est un joueur d'axe. Maolida peut-être, ou alors Claude Maurice sur le côté gauche. Pourquoi pas peut-être Ounas trouver un dans l'axe. 4-4-2 avec revenir avec Tamézé, Cyprien dans l'axe. Ouais, exactement. Enfin, je sais pas. Il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a des choses à faire. J'espère qu'il va les faire, mais j'ai envie de lui laisser encore un petit peu de temps et le bénéfice du doute. Non, il n'y a plus de temps à Vieira. T'es dur, Hugo. Vieira l'an dernier, il a fait ce qu'il fallait. C'est clair. Il a bétonné. Il a pris un 4-0 contre Dijon qui lui a fait. Voilà, il a bétonné tout le reste de la saison. C'était ce qu'il fallait faire, il n'y avait rien de mieux à faire, moi je ne jetais pas la pierre. Cette année, il a de quoi mettre en place. Alors que Dante soit plus lent maintenant, que Dante est moins, baisse en niveau, il est très vieux, s'il commence moi je pensais à quelqu'un comme Domagoj Vida du Beşiktaş pour le remplacer l'an prochain, pour faire du poste pour poste et qui est un mec avec de l'expérience, mais en étant en même temps plus jeune pour un peu cadrer tous les jeunes. Mais hormis le problème Dante, je l'ai vu plusieurs fois arrêté, en train de chercher des mecs au milieu de terrain. Sauf que l'occupation de l'espace et le placement des joueurs, il est affreux. Ok, Hugo. Esmelou, il est collé à Attal ou des fois. Hugo, je voulais qu'on parle avant que. Envoie-nous les photos sur. Je voulais qu'on parle quand même de Youssef Attal. Moi, ce joueur, je trouve exceptionnel. Il est en progression constante. Je posais la question tout à l'heure. On va dire que c'est une question un peu basique, mais elle mérite d'être posée aujourd'hui. Est-ce que c'est le meilleur latéral de France ? Oui. En Ligue 1, je parle. Français ou de France ? En Ligue 1, je parle. Ok, oui. Attends, Ludo, oui ou non ? Quand il joue latéral, lui. Attends, Hugo, attends, je fais le tour. Quand il joue latéral, lui. Mais c'est vrai qu'Hugo, si on peut des fois critiquer Patrick Vieira, le fait de mettre Attal ailier droit, il est bien meilleur quand il part de plus loin. T'as vu que Ludo, il sait pas dire oui, il dit oui. Ouais, c'est Mosellan. Et moi, j'ai une question pour vous, justement, vous tous. Est-ce que vous trouvez qu'Attal, hormis ses qualités, il a progressé depuis qu'il est avec Vieira ? Il a progressé entre l'année dernière et maintenant. Oui, j'ai le sentiment qu'il progresse quand même. Hein. Vous trouvez qu'il progressait ? Non. Alors nous, on est tous là à dire qu'il a souvent eu la tête dans le guidon, que justement il fonçait tête baissée au bout d'un moment, il gavait un peu les gens. Je vais apporter de l'eau à ton moulin. Je l'ai trouvé encore meilleur avec la sélection. Avec un autre entraîneur. Ah oui, moi aussi. Ah oui, avec l'Algérie, je trouve très très bon. On a un duo bashing, Vieira bashing là. C'est sur des faits, les gars. Non, mais vous trouvez qu'il a vraiment. Est-ce que vous trouvez vraiment qu'il a progressé ? Il est déjà très bon de base. Il a déjà été bon dès le début. Est-ce que vous trouvez qu'il a vraiment progressé sous Vieira ? Franchement, vu le niveau des mecs autour qu'il a eu avant et là, il y a les. Tu vois tout de suite, dès qu'il a un mec comme Ounas, il le met en valeur parce que Ounas, il rentre à l'intérieur sur son pied gauche. Lui, ça lui décale le côté, ça lui donne de la liberté. Le latéral adverse, il sait plus trop. Donc tu vois, il a plus d'espace avec des joueurs qui sont. Quand je parlais d'association de tout à l'heure, je dis voilà, au moins une belle association. Ounas, Attal, ça fonctionne. Tu vois, va pas me mettre Attal un cran plus haut, il y est droit. Aucun intérêt. Il est bien meilleur quand il part de derrière. Ludo, ce côté droit, Ounas Attal, ça peut être vraiment très très sexy. Merci Hugo d'avoir appelé le 32-16. Ciao, Hugo. Excellente saison et avec Patrick Vieira ou pas. Hein. Allez, on se donne 3 matchs, Hugo. Tu rappelles dans 3 matchs, on fait le point. Moi, j'ai 16e journée, on fait le point. Ciao, bonne soirée Hugo, bon retour chez toi à Nice, bien sûr. Quoi ? L'air désabusé. Ah ouais, non mais je vous trouve un peu sévère les gars quand même. Le mec, il a eu la moitié de son équipe depuis le début de saison, il va commencer enfin à pouvoir travailler. Il a fait une très bonne saison l'an dernier avec des moyens ultra limités. Et là, au bout de 2 journées, vous le découpez. Je trouve que dans le jeu, c'est très bon cette année. Non, vous le découpez, Jonathan et Hugo, le supporter niçois. 23h15, on est ensemble jusqu'à minuit. Ludovic Obraniak, Jonathan Macardy, le moment est solennel, dimanche soir. Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, des stats records déjà avant ce match, record d'affluence notamment, record de sécurité quasiment. Michel, ça va être fou. Encore le décibel attendu pour Rudy Garcia à ce moment. On va écouter Payet aujourd'hui en conférence de presse, ça fait rage à Ludo, et on va écouter Jonathan également qui veut parler d'un honneur à laver, l'honneur de l'Olympique de Marseille. L'after est là, jusqu'à minuit, à tout de suite. RMC, l'after foot, Nicolas Jamin. Et oui, l'after est là, jusqu'à minuit, comme tous les soirs, bien sûr, avec ce soir l'after de l'élégance. Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak, on est ensemble pour parler
en fin d'after, c'est important avec Polo Breitner, de la succession de Niko Kovac à la tête de Bayern Munich. Arsène Wenger s'est exprimé il y a quelques minutes. Et je vous dirai ce qu'il a dit. Et il dit que c'est pas lui qui a postulé, il dit qu'on l'a appelé. Question d'orgueil peut-être. On en parlera avec Polo Breitner en tout cas, et des nouvelles de José Mourinho que certains envoyaient déjà à Munich. Il a l'info, Polo, il nous dira ce qu'il en est précisément. Mais surtout dimanche soir 21h, quand même. Il y a Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est pas d'ailleurs le vrai choc de la Ligue 1 désormais les gars ça Finalement c'est plus du tout MPG ou Paris. C'est celui qui est devenu le plus attrayant. Le plus équilibré. Ouais. Celui où il y a peut-être le plus de suspense, on va dire. Contrairement au match contre le Paris Saint-Germain, où même si quand tu es supporter marseillais, à 24 heures du match, tu commences à y croire parce que voilà, les sentiments prennent le dessus sur la raison. Mais là, il y a rivalité sportive là. Là, il y a une rivalité sportive, il y a une rivalité qui dépasse le contexte sportif. Il y a une vraie rivalité entre les deux clubs, entre les deux supporters, entre maintenant encore plus avec le fait que Rudy Garcia ait rejoint l'Olympique Lyonnais. C'est un match qui va être électrique. L'animosité a été déplacée, comme elle peut moins l'être sur le Paris Saint-Germain, elle a été déplacée sur Lyon. Donc, non, je dirais pas ça, Ludo. Parce que je pense que cette rivalité, elle est née justement beaucoup au moment où justement le Paris Saint-Germain était pas ce qu'il était aujourd'hui, c'est-à-dire où les Qataris n'avaient pas encore injecté autant d'argent. Et ça, c'est né en fait des années entre le Pape Diouf et Jean-Michel Aulas. Est-ce que de mémoire aussi, c'est pas parce qu'on a des matchs aussi pour la plupart du temps spectaculaires? C'est pas faux. Le 5-5, ça joue aussi. Il se passe toujours quelque chose. Les deux Olympiques. C'est né entre Pape Diouf et Aulas. Supporter lyonnais, supporter marseillais à plus de 32-16. On a 20 grosses minutes pour évoquer ce duel entre l'OM et l'Olympique Lyonnais dimanche soir 21h au Vélodrome. Déjà des chiffres, messieurs. Preuve que ça attire pour 1000 raisons. Parce qu'il y a une espèce de conjoncture de raisons qui fait qu'il y aura une affluence record au Vélodrome dimanche soir. 64 800 spectateurs, record d'affluence au Vélodrome. Tant mieux. C'est mieux que le Marseille-Leipzig, je te rappelle, en Europa League il y a 2 ans. Pourquoi ? Parce que c'est les 120 ans du club. 120 ans de l'Olympique de Marseille. Cortège de supporters dans la ville dès 17h pour rejoindre le stade. Ouais. Rendez-vous est donné. Tifo géant en préparation depuis plusieurs jours à Marseille. 60 000 sets de tables de couleurs différentes pour le plus grand tifo de l'histoire du club. Déjà, rien que ça, t'as pas le droit à l'erreur. C'est vrai que la question, c'est ça. Quand t'es Marseillais, dimanche soir, t'as pas le droit de te louper. Je donnais ce que Depay n'est pas là. Oui. C'est les 120 ans. Il y a foule. Et t'as 3 points d'avance sur l'Olympique. Je vais rentrer sur ce que je voulais faire comme ami étranger. C'est que de toute manière, là, pour le club dans son ensemble, c'est le moment de prendre une revanche énorme et de vraiment peut-être. Et le retour de Garcia. Il y a 3 choses qui font il y a 3 niveaux en fait de revanche à prendre. Le premier, simplement du point de vue des joueurs. Il y a plein de joueurs qui ont été humiliés par Rudy Garcia et qui ont là-dedans très très dur contre eux. Alors Dimitri Payet, Ludo en parlera plus tard, mais je pense que c'est un de ceux qui devrait peut-être juste se taire. Mais je pense que des joueurs comme Steve Mandanda, qui a été très maltraité par Rudy Garcia au moment de l'affaire du Capitana, dans le vestiaire, c'est très mal passé. Rudy Garcia a eu des mots manquant considérablement de respect et de considération pour un joueur qui est une icône du club. Je pense que Mandanda, il a dur. Morgan Sanson aussi, je pense qu'il a des gros griefs contre Rudy Garcia. C'était apparu notamment l'année dernière à cause de son positionnement. Il s'était embrouillé avec Garcia. Garcia avait eu des mots très durs à son encontre en conférence de presse. Chalet Tatsar, que Rudy Garcia avait totalement flingué après un match de poule d'Europa League en disant qu'il fallait enfin qu'il se mette au niveau, alors que c'était lui qui l'avait très mal géré. Lui aussi, il a une revanche à prendre. Enfin, les mecs dont tu parles étaient pas bons la saison dernière aussi. Alors je vais y venir. Ces joueurs-là, qui ont été voilà, terriblement mal considérés par Rudy Garcia, s'il y a bien une occasion de lui faire fermer son caquet, c'est maintenant. Ensuite, pour l'ensemble du groupe, c'est le moment de prouver que la saison dernière, qui a été catastrophique, c'était juste un accident et vraiment de la faute du coach. Donc là, c'est les joueurs ont très gros à jouer. Le deuxième niveau, c'est du point de vue de la direction. On a vu les mots très durs que Garcia a eu à l'encontre de Jacques-Henri Hérault. Alors moi, je les partage, mais lui aussi est à mettre dans le même panier. Donc je pense que quand on a fait ce qu'il a fait en termes de communication et d'action, notamment sur les transferts à l'OM, tu te tais sur JHE et sur Zubizarreta. Donc je pense que les deux là auront à cœur de battre l'Olympique Lyonnais de Rudy Garcia. Et enfin, le troisième niveau de revanche, c'est les supporters. Le mec, Rudy Garcia, c'est le roi des faux culs. Il se barre de Marseille en disant que c'est les meilleurs supporters de France, machin. Et il va chez un des deux ennemis. C'est incroyable. Un des deux ennemis, alors que avant les matchs contre l'Olympique Lyonnais, il détruisait les Lyonnais, Jean-Michel Aulas et les joueurs lyonnais. Alors là, moi je dis que Rudy Garcia n'a pas de face, et je pense que les supporters, j'espère, dans la mesure du raisonnable et du respect, vont lui réserver un bel accueil. Alors j'espère qu'on n'atteindra pas le niveau de violence, de haine et de violence qui était un petit peu
pleine de malaise quand Mathieu Valbuena est revenu avec l'Olympique Il ne Lyonnais. faut surtout pas appeler à la violence non plus. Jonathan. Non. Voilà. Mais j'espère que les chants et les sifflets seront soutenus et nourris. Et j'appelle notamment mon ami, mon pote Romain Canuti. Du Phocéen, j'espère, alors je sais qu'il souvent il fait des interviews d'après-match au Vélodrome, j'espère que si Marseille bat Rudy Garcia, la première question de Romain ou pourquoi pas hein, ou de Flo Germain, ça sera Rudy Garcia, dites donc vous avez changé de club mais vous avez toujours pas à gagner dans les gros matchs. Donc voilà, c'est un moment unique pour l'Olympique de Marseille de prendre la revanche sur ces 2 années, sur les 2 ans et demi de l'ère Garcia qui ont été une catastrophe. Êtes-vous d'accord avec Jonathan Macardy, supporter marseillais, appelez-nous 32-16, bien sûr. Garcia l'a dit en conférence de presse aujourd'hui. Arrêtez avec ça. Ce n'est pas Olympique de Marseille contre Rudy Garcia. Tu vois, il avait préparé sa punchline. Il veut absolument désacraliser, en tout cas. C'est très bien. Minimiser son retour au Vélodrome. Ludo, réaction à ce que disait Jonathan. Oui, c'est un moment charnière pour l'Olympique de Marseille. Mais sportivement aussi. Sportivement, en tout. C'est le moment de remettre les choses à leur place. L'OM a une occasion rêvée à domicile, dans un stade plein, de pouvoir laver l'affront. Avec en plus l'entraîneur pour lequel ils ont une certaine animosité qui dépasse même l'animosité. On est à la limite de la haine. Clairement. De la haine. Et à juste titre. Et c'est le moment ou jamais, les gars. Allez-y, vous êtes tous plein de déclarations, allez-y, c'est le moment. Exactement. C'est le moment. Allez-y. Gessim au 32-16, supporter de l'Olympique Lyonnais, nous a appelé. Salut Gessim. Bonsoir messieurs. Et bienvenue dans l'after avec Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak, bien sûr. On le disait, c'est sûrement peut-être la nouvelle affiche, la nouvelle grande rivalité en Ligue 1. Je peux poser une question, Gessim, pour toi, c'est quoi le match le plus important? C'est contre l'OM ou contre les Verts? C'est marrant, tu vois, c'est la question que j'allais lui poser en fait. Monsieur Macardy, je suis sidéré de ce que j'écoute là ce soir par vous. Là, j'ai pris la décision d'appeler le standard. Et t'as bien fait, Gessim. Vas-y. Alors, je t'écoute. Moi, et tu l'écoutes, on coupe pas Gessim. Je suis supporter lyonnais et je suis en toute sérénité. Pourquoi? Parce que Lyon est tout simplement, objectivement, supérieur à Marseille. Pourquoi? Lyon est une équipe qui joue la Ligue des Champions. Pour rester poli, on a gagné pratiquement tous les derniers matchs à Lyon. Bon, je crois qu'on a perdu, je crois que c'était en Coupe de France, c'est ça? Oui, c'est ça. Doria a fait son gris-gris, voilà. Ouais. Donc avec Marseille, c'est toujours pareil. C'est une habitude. C'est le FC Blabla, FC Chifo, FC Valbuena. Là, c'est la saga Garcia. Et à la fin, plus de suite, plus de Marseillais qui parlent. Je kiffe Marseille, franchement, je kiffe Marseille. En fait, le problème avec Marseille, c'est que j'ai l'impression que depuis l'ère Qatari, ils cherchent à trouver une rivalité avec Lyon. Mais non, ça existait déjà, Gessim. Rappelle-toi, entre Pape Diouf et Jean-Michel Aulas. Vas-y, Gessim. Là, franchement, il y avait de la gueule. La rivalité, il y avait de la gueule. Mais là, honnêtement, avec l'ascension que Lyon est en train de prendre entre le stade, les Ligues des Champions, les joueurs, la bonne gestion, parce que la gestion à Marseille, honnêtement, en tant que supporter extérieur, je suis pas supporter à Marseille, mais d'un point de vue extérieur, la gestion à Marseille, c'est catastrophique. T'as totalement raison. En fait, je vois pas là où on n'est pas d'accord. Gessim, t'as été coupé du monde pendant les derniers mois. Ils t'ont envoyé en reconnaissance sur la Lune parce que tu fanfaronnes un peu vite. Je crois que t'as vite oublié les derniers mois, ce qui s'est passé à l'Olympique Lyonnais. Vous n'étiez guère en meilleure posture que l'Olympique de Marseille. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je suis on a Jean-Michel Aulas président. Ça veut dire, quand il y a un coup de mou dans le club, il y a réaction derrière, les gars. Mais ça, t'as raison. Et on est sûr d'arriver sur le podium, ou alors, comme on l'a fait une fois en 5 ans, 4e, 5e. Voilà. Mais attends, Gessim. En fait, j'aimerais savoir là où on n'est pas d'accord. Est-ce que j'ai dit le contraire de ce que t'as dit? Non. Voilà. Non, mais en fait, j'aimerais que vous faites. Il faut mettre les choses dans leur contexte, c'est que les Marseillais ont beaucoup de gueule quand même. Et ce que j'aime bien, c'est qu'une fois qu'ils perdent, il n'y a plus rien derrière. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est le moment et c'est une occasion rêvée de, pour une fois, sous l'ère McCourt, d'associer les actes à la parole. Mais je vois pas où on n'est pas d'accord. En fait, je pense je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Merci, Gessim. Merci, Gessim. Écoutez, merci. Passez une excellente soirée. Toi aussi, tu reviens quand tu vas dans l'after, bien sûr. Mon Twitter, c'est Pocho6922. Merci beaucoup. Ok, c'est noté. Ça allait vite, je pense que personne n'est dans le noter, mais bon. Pourquoi pas au vol, pourquoi pas, ça réagit énormément. Ça appelle beaucoup au standard, bien sûr. Supporter lyonnais, supporter marseillais au 32-16. Ça réagit sur Direct Studio également. Salim, supporter de Marseille, nous dit: Jo, je t'adore. Ça part bien cette histoire. Mais Marseille est beaucoup moins fort que Lyon. Lyon va encore gagner. Mais ça veut rien dire. Donc préparez la corde, les amis. Plus fort, on va perdre. Ça veut dire quoi? Dans un match, il y a pas de. C'est le rapport de force. À un moment donné, il peut tourner
très vite. Il y a pas En Memphis, fonction de plus. l'ambiance, en fonction d'un mec qui te manque. Il y a pas Memphis. Jean-Michel Aulas, il sera pas sur le terrain pour motiver les mecs. À un moment donné, quand tu vas rentrer, qu'il y aura 65 000 personnes qui vont te mettre une pression terrible, ça joue aussi sur la pression, tout ça. Il n'y a pas que le niveau global des joueurs sur le papier. Il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte avant de pouvoir dire que l'OL sera supérieur à l'OM sur ce match-là. Peut-être sur le papier. Sans Depay. Peut-être sur le papier, et encore, sans Depay, pas sûr. Mais attention. Vous êtes d'accord attention. Vous êtes d'accord l'excès de confiance. Attention. Vous êtes d'accord si je vous dis que pour Villas-Boas, c'est un match à gagner absolument? Mais pour Marseille en général. Ouais. Pour Marseille en général. Pour l'OM. Tu parles de son avenir, c'est ça? Non, pas du tout. C'était pas sous-entendu. Non, pour Villas-Boas, pour l'OM, pour le club en général, c'est un match à gagner. C'est vital. Il viendra. Tu peux enchaîner sur Lille, Marseille, et tout à fait sur le podium. Ouais. Même si c'est uniquement après 13 journées. Ces déclarations prendront un sens. C'est-à-dire que, en disant que le PSG était hors niveau et que lui, son championnat, c'était Lille, c'était Lyon, voilà, si tu bats Lille, si tu bats Lyon. Clairement. Bon, tu ne serais toujours pas d'accord. Et là, tu lances vraiment ta saison. Je serais toujours pas d'accord, mais tu as une certaine crédibilité dans les propos. Et tu bascules du bon côté. Mohamed, supporter de l'Olympique de Marseille, est avec nous. Salut Mohamed. Bonsoir à vous. Et bienvenue dans l'after avec Ludo Aubragnac et Joe Macardy. T'es d'accord avec Jonathan ou pas, toi, sur ses propos? Sur Marseille doit laver absolument l'honneur par rapport à Garcia. Sincèrement, un grand merci Jonathan. Tu dis que du vrai. Pour moi, c'est normal, c'est un supporter marseillais comme toi, c'est normal. Non, vraiment, là, c'est vraiment que de la vérité. Sincèrement, Garcia, faut dire ce qu'il en est. On peut pas démonter un club en étant l'année dernière à l'OM et dire que Lyon est ci et ça, et revenir après à Lyon et dire l'inverse. À un moment donné, c'est un peu de l'hypocrisie. Il faut avoir un peu de fierté. Donc, pour moi, il a entièrement raison et je suis tout à fait d'accord avec lui. Par contre, le match de dimanche, quand j'entends tout à l'heure les supporters lyonnais qui disent qu'effectivement ça va être compliqué et que Marseille va peut-être perdre ou autre, on peut gagner. Exactement. Bien sûr, vous pouvez gagner. Mais les gars, arrêtez de... Ludo. Mais quand vous comprendrez que ce monde à 90% est un monde d'opportunisme, tu crois que Dimitri Payet, s'il est en fin de contrat, ou d'autres, pour moi il y en a qu'un qui représente et qui est l'OM, et c'est Florian Thauvin, qui lui a affirmé quand il était à Lille qu'il voulait se barrer de Lille parce qu'il tenait à Marseille. Il a montré à maintes raisons qu'il voulait rester à Marseille. Il est revenu de Newcastle en baissant son salaire aussi. Voilà, donc oublier, ça, ok. Par contre, je te dis, 90% des joueurs de l'équipe de l'Olympique de Marseille, si demain ils sont en fin de contrat et que Lyon leur propose un contrat, comme ça a été le cas peut-être avec Valbuena, qui lui n'a pas hésité, alors qu'il a Marseille dans le cœur, c'est son, et il n'a pas hésité à signer à Lyon. Mais je te le signe, ça, qu'il y a 90% des mecs qui signeront à Lyon. À part donc Mandanda, arrêtez de nous parler. Ok, l'entraîneur aussi, mais les joueurs, c'est pareil. Mandanda, non, pas Mandanda non plus. Camara et Max pas Lopez. Beaucoup, mais la 4, je te dis, 80% de l'équipe, ils y vont. Il parle d'un Thauvin qui y vont, les mecs. Non, mais là, attends, juste là où je suis d'accord et pas d'accord avec toi, Ludo, c'est que je comprends ce que tu dis, t'as totalement raison. Sauf que ce qui est détestable dans ce cas-là, c'est qu'il a trop ouvert sa bouche, Garcia, sur le sujet. Donc il a l'air d'un con, je suis désolé. Ludovic, dans un instant, ton avis tranché, bien sûr. Moi, je voulais qu'on écoute. Merci, Mohamed. Merci Momo d'avoir appelé le 32-16. Merci Mohamed. Excellent match à toi. On en reparlera bien sûr demain dans l'after de ce match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. On n'a pas fini de reparler. On va parler de Dimitri Payet avec toi, Ludo. C'est ton avis tranché. Dans ce championnat, on sait qu'on est, on se situe quelque part dans là où on est actuellement. Mais d'abord, on va écouter la déclaration de Dimitri Payet aujourd'hui en conférence de presse. Voilà, ils ont envoyé l'un des cadres de l'Olympique de Marseille. Moi, je m'attendais à rien en fait. Dans ces cas-là, quand un ancien entraîneur que tout le monde déteste revient, en général, on fait profil bas, on veut pas souffler sur les braises. Et bien, Dimitri Payet, il a fait ça, il a dit ça aujourd'hui. Ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face. Surtout après, voilà, il y a quelques mois, on recevait Lyon et au vu de sa causerie sur les joueurs lyonnais, sur les supporters lyonnais, sur le président lyonnais, ça fait bizarre qu'il postule 3 mois après pour ce club-là. Mais bon, après, j'irai pas dans le détail parce que c'est pas le but non plus. Mais on va dire que j'aimerais pas qu'il parle de nous comme ça. Aujourd'hui, on a un coach qui parle avec son cœur, qui dit les choses et qui parle français entre guillemets, qui essaie pas de faire de la langue de bois, voilà, sur des sujets sensibles, il répond quand même aux questions, donc c'est un peu la différence qu'on a avec l'ancien.
Plutôt habile, hein. Tu crois qu'il a. Plutôt habile, hein. Il a préparé. Villas-Boas, les pompes, elles sont propres ou pas? Il a tout fait. Il a nettoyé les pompes de Villas-Boas et sali celle de Garcia. Ludo, tu veux en parler, pourquoi? Parce que ça m'a surpris de Dimitri, j'ai trouvé ça, je le trouve faible quand il fait ça, s'en prendre à quelqu'un. Alors déjà, j'aimerais clarifier certaines choses. Pour ceux qui pensent que parce que j'ai joué à Lille, je suis pro Garcia ou je suis un défenseur de Rudy Garcia, sachez qu'avec Rudy Garcia, j'ai vécu les pires années. À part la première année, pendant 2 ans, je n'ai passé mon temps qu'à être dans son bureau où les murs n'ont cessé de trembler. Ça, je vous le signe, et les joueurs qui étaient avec moi peuvent le confirmer. J'étais sans arrêt dans son bureau, ça a été très compliqué. On a une relation tumultueuse tous les deux, donc s'il vous plaît, vous ne connaissez rien, ne me taxez pas de pro Garcia. Maintenant, je connais les deux zigotos. Tu vois, je les connais les deux. J'ai joué avec, on se connaît, voilà. Et je trouve que c'est d'une facilité, en fait, se proclamer comme ça le porte-parole des supporters marseillais qui ont une haine envers Rudy Garcia. Une haine justifiée d'ailleurs, hein. Justifiée, hein. Justifié, je peux comprendre le côté trahison, le côté voilà, je flingue le projet puis je vais chez l'ennemi juré en face. J'ai aucun problème avec ça. Je compatis totalement. Maintenant, Dimitri Payet qui essaye de noyer le poisson en allant passer la brosse à reluire aux supporters en disant mais oui, je suis le porte-parole, en allant taper sur Rudy Garcia, le coach qui m'a fait venir, le coach qui m'a surprotégé à Lille, le coach qui m'a fait venir dans le projet OM Project avec un contrat faramineux, un salaire de malade, qui m'a donné le brassard de capitaine et autres, j'en passe. Et puis après, forcément, quand ça allait moins bien, du coup, c'est plus facile de venir taper sur Rudy Garcia. Moi, j'attendrais de Dimitri Payet. Et je vais te dire une chose, moi, quand j'étais vraiment vénère avec lui, je te le dis un truc, j'aurais jamais quitté le LOSC. C'est lui qui m'a poussé à partir. Parce que ça allait plus, et donc j'ai demandé à aller à Bordeaux parce que ça n'allait plus. Voilà. Mais moi, j'avais envie de finir, en tout cas, jouer plus longtemps pour le LOSC. C'est Rudy Garcia qui t'a poussé à partir, ouais. Bah, en tout cas, par ses actions répétées, notamment, il m'a fait 2-3 crasses que j'aurais aujourd'hui, même encore aujourd'hui, du mal à lui pardonner. Mais si tu veux, je trouve ça tellement petit de se servir de la presse. Il l'avait en face de lui il y a pas si longtemps. Je suis sûr qu'il lui a rien dit. Il a la haine, je suis sûr qu'il lui a rien dit en face. Mais non, même pas. Il y a même pas de haine dans ce qu'il dit. Je sens même pas la haine. Je sens de la mesquinerie. Et lui essaye de se couvrir pour masquer ses mauvaises prestations en se disant voilà, je vais mettre un coup sur Garcia, c'est facile. Du coup, ça fera oublier mon début de saison. Il est pas mauvais. On a le sentiment, en fait, et du coup, je peux revenir un peu dans le cœur des supporters. Il est pas mauvais en tu vois ce que je veux dire? Mais je suis d'accord avec toi, Ludo. Il y a ce sentiment-là que beaucoup de Marseillais, de joueurs marseillais n'assument pas leur responsabilité de la saison ratée également. Quand je suis parti, parce que beaucoup sont quasiment autant responsables. Quand je suis parti de Lille pour Bordeaux, Nico, je suis revenu avec Bordeaux 2 semaines après. Et on a gagné 5-4 et j'ai mis un doublé. Voilà la réponse de Dimitri Payet. T'as rien dit en conférence de presse? J'ai rien dit. J'ai commencé à parler de nos relations tumultueuses quand j'ai arrêté ma carrière. J'en ai jamais parlé, je m'en suis jamais. Tu n'en as jamais vraiment parlé comme ça. J'étais en carrière. Donc, je te le dis. Voilà comme je le pense. Je pense que Dimitri Payet, il est assez fin techniquement. C'est un assez grand joueur pour demain montrer d'une autre manière sa vengeance. Voilà. Le terrain, c'est son lieu d'expression. Le problème reste sur ce lieu d'expression. Le problème de Payet, Ludo, c'est que il a beaucoup de fois, il a ouvert sa bouche avant des matchs importants contre le PSG. Contre l'Olympique Lyonnais, on se rappelle contre quelques arbitres aussi. On se rappelle le match sous l'ère Bielsa où il y a un but qui est refusé d'Ocampos et puis il pète un câble. Donc il a cette espèce de tendance à toujours et à ouvrir un peu trop sa bouche. Et le problème, c'est que dans ces matchs-là, 99% du temps, il est passé à travers. Il n'a pas été bon. Donc moi là, ce que j'attends de lui, c'est que ce qu'il a dit, ses déclarations, à la rigueur, pourquoi pas, tu vois. Ok, c'est de l'information. Parce que moi je le prends pas comme toi. Moi pour moi il dit des choses qu'on savait tous que dans le vestiaire ça passait plus, etc. Non, mais c'est mesquin évidemment. Il le dit, qu'ils le disent. Mais en tout cas maintenant c'est impératif pour lui de faire un grand match dimanche. C'est impératif, sinon il passera pour un clown. Je dis que la meilleure des réponses. Non, Samir. Ça c'est pas vrai. Il a été bon cette saison. Samir, supporter lyonnais au 32-16 nous a appelé. Salut Samir. Salut l'équipe. Salut Samir. Bon, est-ce que le supporter lyonnais que tu es, alors je rappelle les stats de Lyon au Vélodrome depuis sur les 10 dernières rencontres, 10 matchs au Vélodrome, 10 OMOL, 2 victoires marseillaises, 5 nuls, 3 défaites. Dernier succès marseillais au Vélodrome contre l'Olympique Lyonnais, le 4 mai 2014. 4-2, Diawara, Thauvin, doublé de Gignac, but de Bafé Gomis et incroyable quiz, qui a marqué le deuxième but lyonnais? Arnold Mvouemba. Emporté disparu. Samir, vas-y, est-ce que tu trembles? Est-ce que tu trembles avant d'aller au Vélodrome ou pas?
Parce que j'avais déjà croisé Duo sur Paris, on en a déjà parlé de ça, dans un bar où des fois il est. Au Germain. Au Germain. C'est un bar, il n'y a pas un sous-sol Si. au moins 3 Au Germain. C'est au Germain. Je me rappelle. Très tamisé. Jonathan, il vit la nuit. C'est le bar de la boîte de mon pote. Au 3e sous-sol, quoi. Allez, vas-y, Samir. J'ai déjà été, fais pas l'innocent. Donc on en avait discuté au début de la saison, on avait parlé de ce match, et au début j'étais enthousiaste parce qu'il y avait Sivigno. Maintenant, je vous mens pas, début de saison, on connaît tous. Mais maintenant, pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est un match déclic pour n'importe des deux équipes en fait. Celle qui va gagner le match, elle va commencer à lancer sa saison. Parce que ça sera pour Lyon, ça sera une confirmation par rapport au match qu'on vient de faire. Et pour Marseille, comme a dit Villas-Boas, c'est vrai que en ce moment l'Olympico, comme on dit, ou je sais pas, Lyon-Marseille, ça reste le match le plus intéressant dans la saison. Maintenant, pour Memphis Depay, je sais pas si vous avez vu depuis tout à l'heure, sur Twitter, ça affuse comme quoi, peut-être qu'il va jouer parce qu'il a mis une photo chelou. Et puis, moi, par rapport à ce qu'a dit Payet, j'espère pour lui qu'il va vraiment assumer. Parce que s'il assume pas, perso, moi, ce joueur, je suis supporter lyonnais, mais j'aime le foot. Ce joueur, il m'a jamais, il est bon techniquement, mais sur le terrain, il est pas très fair play. J'ai jamais, je sais pas, c'est comme un Thiago Motta, je peux pas blairer, quoi. Moi, je serais joueur, j'aurais été milieu défensif, j'aurais fait un tacle au genou direct. Il aurait joué dans ton club, j'aurais bien aimé. Mais tu vois, Samir, moi, je dis ça, je suis énervé parce que j'ai une certaine tendresse pour lui, j'ai une certaine tendresse pour les mecs avec qui j'ai joué. C'est un top. C'est un top joueur. Là, je trouve que c'est tellement petit ce qu'il fait, c'est un tel manque d'élégance. Et puis un tel manque d'humilité aussi par rapport à sa situation. Non, mais par rapport à sa situation actuelle. Pour déstabiliser aussi. Il se croit malin. Je pense que t'as raison, Samir. Il veut dire aux supporters lyonnais ce qu'il disait sur vous à l'époque, vous imaginez, et également le mettre mal avant de retourner au Samir, déstabiliser qui? Tu crois que Garcia il va pas se servir de ça pour se motiver d'autant plus? Tu lui donnes des munitions à Garcia pour avoir encore plus l'envie. Ouais, c'est du pas béni, mais je pense que c'est comme je pense que Joe il va s'en souvenir. Je sais plus, c'était Anguissa. Qui avait dit il avait trop ouvert sa bouche contre Lyon, on va leur rouler dessus, les écraser. Voilà, on va leur rouler dessus et puis derrière on leur a foutu la clim. Ouais, c'est ça. On s'en rappelle. Donc, Zambo Anguissa. J'avais oublié, Franck. J'espère juste qu'il sera à la hauteur de ses déclarations. Exactement. Sans manquer de respect au joueur qu'il est, vu les matchs qu'il fait en ce moment. Non, il est bon en ce moment, c'est un mythe ça. Il fait des bons matchs en ce moment. Non, Joe, quand même. Il n'est pas au niveau Coruscant qu'il a pu avoir avant la Coupe du Monde. Isolé, on ressortira. Il est quand même pas mal. Merci Samir d'avoir appelé 32-16. Excellente soirée à toi. Ouais, sûrement. Allez, tu reviens quand tu veux dans l'after, Samir, avec Ludo Aubragnac et Jonathan Macardy. Tiens, Sacha, supporter marseillais, on va s'excuser. Salut Sacha, on va s'excuser, on n'a plus trop le temps. Salut messieurs. Sacha, je suis désolé, alors on n'a pas le temps pour se faire pardonner. On va te faire un beau cadeau. Alors, c'est quoi? On t'offre 2 places pour Olympique de Marseille et Olympique Lyonnais. C'est vrai? Ouais, on t'offre ça parce qu'on est extrêmement désolé. On n'a pas l'habitude. C'est la première fois qu'on fait ça dans l'after de l'élégance, qui est inélégant à ce moment précis. On n'a pas le temps de te faire parler. Mais qui se rattrape bien, là, du coup. Ouais. Merci à vous. T'habites où, Sacha? Je suis de Cannes. Ah bah ça va, tu peux y aller. C'est pas loin. Ouais, on va essayer d'y aller du coup alors. Voilà, on te voit ça. Tu seras dans le coin en haut à gauche, mais bon, on fait ce qu'on peut. Non, attends, ce sera mieux que ça, t'inquiète pas. Sacha, juste donne-nous un pronostic, toi, supporter marseillais. Je vais pronostiquer la victoire de l'OM, mais comme beaucoup de supporters marseillais, la victoire elle va dépendre des cadres qui sont dans ce groupe depuis un moment et qui ont failli depuis des années, donc ils vont devoir montrer à 64 000 personnes ce qu'ils valent. Voilà. Et toi, il y en a qui. Tu nous envoies des photos du stade? Ouais, sur la chaîne RMC Live et tout là. On va essayer de les envoyer, du coup, on va vous les envoyer. Et ne raccroche surtout pas pour avoir tes places. Non, pas de problème. Bonne soirée, Sacha. Encore désolé de ne pas vous prendre. Merci d'avoir appelé au 32-16. Excellente soirée. Ludo Aubragnac, Jonathan Macardy. Voilà, ce match OM est lancé. On nous a pas attendu pour le lancer, évidemment. Même si, tout se passe ici aussi, dans l'after. Bien sûr. Et surtout le week-end. Surtout l'after de l'élégance. Le vendredi. Le vrai after. C'est quoi le pronostic de Jonathan? Dis rien. On revient dans un instant, bien sûr. Jonathan Macardy, Ludovic Aubragnac et Polo Breitner, qui pour succéder à Kovac à la tête du Bayern Munich. L'after est là jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC. L'after-foot. Nicolas Jamin. Jonathan Macardy, Ludovic Ovragnac, le dernier quart d'heure de l'after, souvent le plus important. Il est copieux. Attends, mais tu veux t'asseoir ici en fait, c'est ça l'histoire? Et mon but, c'est de présenter l'after. On a compris. Viré. Je peux pas limiter mon ego. Un peu mesquin, tu vois. Ça serait une débâcle. Ah ouais, ce serait une débâcle. C'est quoi? Il y en a qui ont essayé pour savoir. Il a besoin d'être drivé, ce garçon. Et bien sûr. Exactement. Il aime bien qu'on le cadre. Polo Breitner est avec nous, c'est avec plaisir, un plaisir non dissimulé que j'accueille Polo. Salut Polo. Bonsoir Nicolas, bonsoir tout le monde. Salut Polo. Et bienvenue évidemment dans l'after pour parler du Bayern Munich. Demain, énorme match. Tu seras avec nous également demain soir dans l'after. Borussia Dortmund, Bayern Munich, 18h30. Super match Bayern à voir. Munich, Borussia Dortmund. Ouais, Bayern Munich, Borussia Dortmund. Le problème, c'est qu'on ne sait pas avec quelle équipe, puisqu'on vient d'apprendre en fait que du côté du Borussia Dortmund, vous saviez que Marco Reus était absent en Ligue des Champions contre l'Inter, qu'il ne s'est entraîné qu'à moitié, que Sancho qui était sorti aussi sur blessure, s'est entraîné qu'à moitié, et Torgan Hazard est sorti aussi lors du match contre l'Inter, parce qu'il est blessé et il s'est pas entraîné du tout. Quand on sait que Paco Alcacer revient de blessure et qu'il joue très peu en ce moment, on ne sait pas trop ce qui va se passer demain du côté de Dortmund. Donc ça va être un peu compliqué pour le 11 de départ. Et on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois aussi pour le Bayern Munich. Ce club-là est dans le flou artistique le plus total. Ce qui est très rare d'ailleurs, le Bayern. Alors justement, on va en parler avec Polo, parce que Polo, évidemment, un des spécialistes éminents du Bayern Munich. On rappelle l'histoire. Niko Kovac évincé. Au revoir monsieur. Merci. On dit merci ou pas quand même? Merci, au revoir ou pas? Non, c'est en fait il y a beaucoup de personnes qui le défendent parce qu'en fait il est victime d'un système tout simplement et des non-choix stratégiques faits par le Bayern depuis plusieurs années, on va dire depuis en gros l'après Guardiola quoi. Alors, du coup, on cherche un entraîneur. Pour l'instant, il y a une solution intérimaire, c'est Hansi Flick, Polo. Oui. Mais il y a beaucoup de noms qui fleurissent dans la presse, dans les médias. Nous aussi, on en a eu quelques-uns, dont celui d'Arsène Wenger, on a appris quelques jours qu'il aurait proposé ses services au Bayern Munich, sauf que Wenger a parlé. Oui, il a parlé il y a très très récemment. Alors je pense qu'il faut rembobiner le film. Sport, on va le dire. Il faut rembobiner le film depuis le début. La première chose qui est exacte, et donc je maintiens tout ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on regarde le calendrier, en fait, c'est bel et bien Arsène Wenger qui propose indirectement ses services au Bayern Munich, parce qu'un journaliste lui pose la question sur la chaîne que tu viens de citer, où il dit qui n'est pas intéressé par un club comme ça, j'ai envie de revenir sur le terrain, etc. On le sait très bien, le relationnel qu'il y a entre Arsène Wenger et l'Allemagne en général et le Bayern Munich en particulier. Ils avaient déjà proposé un contrat il y a 25 ans maintenant. À l'époque, lorsqu'il avait fini à Monaco, il avait préféré partir au Japon. Donc j'ai envie de dire, la relation, c'est en gros une histoire d'amour qui est pas consommée en fait entre Arsène Wenger et le Bayern Munich. Ce qui est intéressant, c'est que le lendemain, le Bayern Munich stipule qu'il n'est pas intéressé par l'arrivée d'Arsène Wenger. Sauf que évidemment, il y a eu une communication, mais il y a eu deux choses qui sont importantes. C'est qu'en fait, le Bayern Munich a été le premier mercredi à essayer de joindre Arsène Wenger, et Arsène Wenger précise qu'il a rappelé par politesse et que ça a duré que 4-5 minutes. Et oui, il a appelé Rummenigge, évidemment, l'actuel CEO du Bayern Munich, et ça a duré 4-5 minutes, et en gros, ce que dit Wenger, c'est que Rummenigge lui a posé la question de savoir est-ce qu'il était intéressé par le poste. Rappelons que le Bayern avait oublié de stipuler qu'il avait essayé de joindre avant Arsène Wenger, et donc en fait, ça passe plus, la communication du Bayern, c'est plus Arsène Wenger qui les a appelés. Maintenant, il y a autre chose qui circule en Allemagne, c'est que ça ne se fait pas ce deal, tout simplement parce que vous savez que en ce moment, ce que cherche le Bayern, en fait, c'est un nouveau coach à partir de 2020, en fait, pour la nouvelle saison. Que apparemment, ce serait le fameux Néerlandais Ten Hag qui aurait le favori de l'Ajax, qui serait le favori de l'Ajax, qui serait le favori du Bayern Munich. Et donc, forcément, le coach qui vient en ce moment, c'est pour jusqu'à la fin de saison. Et puis voilà, en gros, on est en train de le Bayern veut nous faire une Jupankus, quoi, c'est-à-dire quelqu'un qui dépanne de temps en temps, etc. On en est là en ce moment, c'est-à-dire que il y a des luttes d'ego extrêmes. C'est quand tu vois les déclarations des uns et des autres, c'est juste un problème d'ego au départ. C'est dingue. En gros, il n'y en a pas un seul qui peut perdre sur cette question-là. Quand on voit tout ce que dit Arsène Wenger, on remarque qu'il est toujours intéressé par le poste, même s'il dit on verra ça plus tard, parce qu'il te fait quasiment une déclaration d'amour sur la façon dont le Bayern s'est construit avec Uli Hoeneß, qui a toujours eu de la discrétion et qui comprend pas pourquoi son nom est sorti dans la presse. Mais attends, Polo, je comprends en même temps. On ne refuse pas un poste à Arsène Wenger, au grand Arsène Wenger. C'est comme ça que lui s'estime aussi, j'imagine. Oui, il a un mais statut, le problème, donc c'est il que touche son orgueil quand il dit ça.
Mais oui, mais le problème c'est qu'en face t'as le Bayern Munich qui, question égo, ça se place pas mal non plus. Donc c'est un peu, on est dans un peu une forme de Dallas version bavaroise. Mourinho également, son nom est évoqué régulièrement. Toi t'as une info concernant José Mourinho, parce qu'on dit qu'il prend des cours d'allemand depuis plusieurs semaines, et donc certains l'envoient déjà au Bayern Munich. Vrai ou faux? Alors, moi, pour les informations que j'ai, c'est que le cas du Portugais n'a jamais été évoqué du côté de la Zabnerstrasse. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de Mourinho. Maintenant, avec tout ce qui se passe en ce moment et avec l'urgence, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi, je te dis que des personnes sont très bien informées autour du Bayern Munich, dit que le Portugais n'a jamais été évoqué du côté de la Zabnerstrasse. Voilà, c'est extrêmement clair. Donc Mourinho, rumeur dégonflée. Alors comment on fait? Il y a qui? À l'heure actuelle, il y a un entraîneur qui pourrait peut-être se révéler. Rappelons qu'il a quand même un petit palmarès en tant que second ou que coach adjoint. C'est Hansi Flick, évidemment. Hans-Dieter Flick, pour être précis. Et c'est un ancien Bavarois, ne l'oublions pas. Il faisait partie de la génération des années 80, donc il connaît un peu la maison, comme Niko Kovac à l'époque. Et donc, il y a un petit peu le match de demain. Si c'est une déculottée que se prend le Bayern face à Dortmund, évidemment, Hansi Flick va sauter quasiment immédiatement. Moi, ce que je vois aujourd'hui, vu l'imbroglio par rapport à Arsène Wenger, qui est pourtant, je pense, peut-être la moins mauvaise des solutions aujourd'hui, encore une fois pour un contrat à court terme, c'est qu'ils vont discuter pendant 15 jours, ils vont essayer de tenir peut-être jusqu'à décembre avec Hansi Flick, mais c'est vraiment, encore une fois, tout ce qui se passe là. Polo, hein. Ah oui, mais le problème, c'est qu'en ce moment, tout ce qui se passe, c'est ce qu'on voit dans les bureaux depuis 3 ans ou 4 ans, c'est-à-dire qu'il y a une direction bicéphale un peu bizarre entre Lyonnais et Karl-Heinz Rummenigge, qu'il y a 40 ans formidables de réussite extraordinaire du Bayern Munich pour en faire un des plus grands clubs européens, qu'il y a 7 demi-finales en 9 ans de Ligue des Champions, j'enlève évidemment la défaite l'année dernière contre Liverpool, et qu'ils ont du mal à sortir de tout ça. On parle même en Allemagne, vous savez ce que c'est le sujet principal en Allemagne aujourd'hui au Bayern, parce qu'on est en train, en fait, de le mettre sur le banc des accusés, c'est comment se fait-il que le Bayern ne sorte plus un seul joueur du centre de formation? C'est-à-dire que tout a été abandonné, en fait, pour essayer de rester compétitif par rapport au Real, par rapport au Barça, ou par rapport au club anglais ou la Juve, ou PSG, évidemment. Et on ne s'est pas occupé de penser le moyen et le long terme. J'ai une question, et ça, Polo. c'est un peu compliqué. Oui, j'ai une question. Alors, c'est l'analyse que j'en fais. Tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que les années avec Guardiola ont peut-être fait plus de mal que de bien sur le long terme dans le projet du Bayern. Non, donc déjà on peut sortir, par rapport à la formation, Bayern Munich, par rapport au changement dans le recrutement, par rapport à tout ça. Il y a plusieurs choses, mais non, mais c'est pas faux ce que tu dis, mais je pense par exemple, ça a peut-être fait un peu de mal sur le moment au Bayern Munich, mais c'est extraordinaire ce que ça a apporté au football allemand en général. Des gars comme Nagelsmann, ont toutes les idées de Guardiola ont infusé dans le football allemand. Le passage d'un Guardiola dans ton club, dans ton championnat également. Et pourquoi pas l'éternel, je sais pas quel âge il a maintenant, Jupp Heynckes, il a quel âge? 97 ans? Il a 75 ans. Alors déjà, on dit que sa femme veut pas le laisser partir parce qu'elle en a ras-le-bol. Et il y a une petite blague qui circule quand même en Allemagne, c'est que son portable, il les a mis dans les toilettes, quoi. Il aurait balancé son portable dans les toilettes. Voilà, mais ça c'est une blague, c'est la blague qui circule parce que en fait c'est pour montrer un peu le ridicule de la situation. Ils sont drôles, quand même. Allemands, hein, Polo, hein. Ils ont de l'humour. Moi j'ai toujours adoré, mais je rappelle que la Bavière n'est pas allemande. Oh là là, tu vas avoir des problèmes. Bon, Polo, faut que tu te mouilles. Vas-y, Ludo. Qui va être l'entraîneur du Bayern de Munich? C'est quoi ton scénar? Allez, mouille-toi, Polo. Mouille-toi. Vous êtes terrible parce que là, honnêtement, c'est très très compliqué de trouver une solution. Non mais Polo, franchement, l'avenir c'est pour toi, Polo. C'est Jürgen Klopp. Nous ton avis. C'est Klopp à terme. Non mais on le sait. Là, à terme, c'est Jürgen Klopp. À court terme. Mais à court terme, je vois pas en fait cette bazar. Qui finira la saison sur le banc du Bayern? J'en ai aucune idée. Ça fait du bien de savoir que le Bayern aussi, grand club allemand, structuré, qui travaille, qui a des coups d'avance. C'est la merde, ça rassure. C'est la merde comme chez nous en Ligue 1, tu vois. C'est pas assez. Mais en fait, ce qu'on oublie, parce qu'on est focalisé souvent par le Bayern, qui a des recrutements très rapides, souvent on dit c'est formidable, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que le Bayern a souvent réagi. Il a jamais agi, le Bayern. Lorsqu'il se prend Jürgen Klopp et le Borussia Dortmund avec les titres de 2011-2012, tout ce qui se passe derrière, récupérer Jupp Heynckes, récupérer Guardiola, c'est presque dans l'urgence. Tu dis oulala, quand les clubs européens commencent à dépasser les 100 millions en achetant des joueurs, le Bayern dit non. Puis à un moment, il faut bien mettre la main à la poche. Et donc toutes ces choses-là, en fait, le Bayern n'a jamais été un club extrêmement novateur. Allegri, ça a jamais été évoqué?
Ben si, mais le problème, à la rigueur, c'est peut-être la moins mauvaise solution. Le problème, c'est qu'il est italien. Et italien, les Italiens en Allemagne, ils réussissent pas beaucoup. Hein. Ancelotti, il a fait la tournée des popotes, il a fini au Bayern Munich avant de partir. C'est un peu. Heureusement que Padermel t'entend pas. Ok, Polo. Merci, Polo. Demain dans l'after avec toi, bien sûr. Bayern Munich, Borussia Dortmund, 18h30, c'est l'affiche. Messieurs, je rappelle, une info PSG, Mbappé forfait pour le déplacement à Brest. On s'en fout, non, on s'en fout pas. Arrête d'être ta chapelle marseillaise en permanence. Précision RMC Sport, hein. Il n'est pas blessé à la cuisse. Il est blessé ailleurs, mais on a peur qu'il compense et donc il se reblesse à la cuisse. Donc Mbappé fait pas le déplacement à Brest, hein, et on verra ce qui se passera avec Deschamps pour le rassemblement de l'équipe de France. Ce sera super intéressant à suivre, bien sûr, messieurs. Excellente soirée. Merci d'avoir écouté l'after. Jonathan Macardy à ma droite, Ludovic Auragnac à ma gauche. Moi, je suis encore là. Hein. RMC Fighter Club, on enchaîne. Ah, j'en peux plus. Les programmes de ta propre grille, tu les dénigres. C'est ma grille, effectivement, je suis le boss. À demain soir, 22h les gars. Je commence à apprécier, c'est ça le problème. C'est pas mal dans l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Le 32-16 demain, tout ça, appelez-nous. Gros after demain après, notamment une belle soirée de Ligue 1. Bonne soirée. RMC. l'after foot. 안 되지, 아파트가 있으니까. 그래서 내가 아파트를 팔라는 거예요. 팔아버리고. 일단 재산을 다 정리를 해. 일단 정리를 하려고 그래요. 일단 재산을 정리를 하고. 그래도 안 될 걸. 재산을 정리를 해도 그래도 안 될 거야. 나이 때문에 나이가 있어서 안 되는데. 내가 지금 몸이 여러 가지 질병이 있잖아요. 뭐 당뇨병, 고혈압. 그게 있어? 네. 병이 증명할 수 있는 병명이 뭔데? 고혈압, 당뇨병, 뇌질환 중독, 뇌질환은 없고? 알코올 중독, 우울증. 그걸로는 안 되는데. 아니,